Il y a 60 ans environ, un peu plus de 60 ans, quelqu'un qui s'appelait Gérard Mundell, dans un ouvrage qu'il écrivait qui s'appelait Les individus de la modernité, il écrivait comme ça: l'individu de la modernité, c'est cette bouche béante avide de complétude et de satisfaction immédiate, et qui est dans l'ordre du besoin et non pas de celui du désir, qui est dans un ordre celui du paraître et non pas de l'être, avec un questionnement sur la figure de la modernité. C'est la même question que vous posez. Est-ce qu'il y a, d'après vous, une socialité à l'œuvre, un travail de taupe, en gros, qui est à l'œuvre chez les adolescents, et qui est celui d'une nouvelle socialité, d'un nouveau rapport à l'altérité et au, je dirais, à l'hybris, on va dire, entre guillemets. Je ne sais pas, je vous pose la question. Platon déjà se posait cette question quand il disait: le drame de la jeunesse aujourd'hui dans la République, c'est que les jeunes ne respectent plus la vie des anciens et n'écoutent plus leur voix. Il y a quelque chose qui est d'une interrogation qui peut-être signe simplement qu'on est dépassé, nous, on est un peu vieux. Bon, c'est sûr que les générations vieillissantes ou éducantes se posent toujours beaucoup d'interrogations sur finalement ce qu'elles-mêmes ont produit, parce que nos enfants sont le produit de ce qu'on a fait, de ce qu'on leur a apporté ou pas apporté. Donc cette question, elle est évidemment, je dirais, ontologique. En fait, on la retrouve presque à tous les âges. On cite toujours dans la société athénienne l'angoisse qu'on avait vis-à-vis des jeunes générations. Ce qui est, me semble-t-il, quand même, qui pose problème, c'est les mutations, l'accélération du temps. C'est vrai que donc c'est une question normale, et en plus, depuis, je dirais que parce qu'on a très peu parlé d'éducation, alors que le vrai sujet, c'est quand même la question de l'éducation. Le fait qu'aujourd'hui, nos enfants, ils font des fêtes, ils sont dans des écrans, mais enfin, ils sont quand même d'abord entourés par une parole d'adultes qui leur disent qu'il y a plein de choses à connaître et à emmagasiner, et des épreuves à subir, et notamment des épreuves scolaires, s'ils veulent avoir un jour la possibilité d'avoir une place dans la société. C'est ça le sujet aujourd'hui. L'éducation a pris une ampleur absolument incroyable. Mais je reviens à l'idée de l'accélération. Après la guerre, vous avez effectivement l'installation de la scolarité massive, filles, garçons, mixité, et de ce qu'on appelle les cultures juvéniles, qui ont été par exemple très bien filmées par Godard, par Truffaut par exemple, dans les années 60-70. Donc tout ça, que les jeunes se construisent avec des musiques, avec des codes vestimentaires dans les sociétés développées, ça existe et c'est pas nouveau. Par contre, cette accélération, c'est en très peu de temps, on est passé d'une société de consommation à une société d'hyperabondance. Pendant une très courte période, toutes les femmes se sont mises à travailler, ce qui, évidemment, pour les femmes de ma génération, se félicite. C'est-à-dire 80% des femmes qui ont des enfants travaillent. Donc, ne sont pas là à la sortie de l'école, ou pour la plupart d'entre elles, en tout cas. Ensuite, vous avez eu la libération sexuelle. Avec la libération sexuelle, c'était au départ la libération sexuelle, et puis il y a eu le déferlement à partir des années 80 de la libération sexuelle sur les écrans, puisque à partir de Canal+, et puis ensuite Internet, une invasion de la pornographie. Donc, enfin, je veux dire, on pourrait multiplier les données qui ont transformé notre société. Évidemment, Internet, ce modèle communicationnel dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est sûr que il y a des transformations qu'on n'a pas du tout maîtrisées. En plus, on a d'autant moins maîtrisé qu'on est plutôt dans des cultures où la modernité, c'était bien, la permissivité, c'était bien, la libération de l'individu, c'était bien. Donc, je pense qu'il y a des mutations très rapides dans un laps de temps, finalement, qu'on n'a pas maîtrisé. Et aujourd'hui, effectivement, on assiste... Alors, par exemple, les beuveries que vous avez décrites. C'est vrai, les beuveries, il y a une très grande enquête qui est parue dans les années 70, qui s'appelle « La planète des jeunes », du sociologue Duvigneau,
Jean Duvigneau, et il montre très bien que déjà les gens sortent, boivent du vin, qu'on commence... Alors à l'époque, c'était plutôt le flirt que, disons, les relations sexuelles, mais bon, il y a tous ces rapprochements, cette libération un peu, en tout cas érotique, entre les jeunes. Mais ça s'est accéléré d'une façon absolument incroyable, parce que tous les ingrédients étaient là. Ils sortent davantage, on n'est jamais autant sortis. Les jeunes comme les vieux d'ailleurs. Si vous regardez les statistiques, on pense que les gens sont devant leurs écrans. C'est vrai qu'ils sont devant leurs écrans énormément, mais ils ne sont jamais autant sortis, et y compris évidemment les jeunes. Donc c'est pour ça, me semble-t-il, qu'on se rencontre tout un ensemble de transformations qu'on n'a pas vraiment eu le temps de digérer, de maîtriser, d'encadrer, sur lesquelles on n'a pas eu trop de réflexion. Et aujourd'hui, la société, effectivement, elle s'interroge beaucoup sur elle-même. En plus, on est dans une société, j'oubliais, la mondialisation. Il y a 40 ans, bon, ceci n'existait pas, donc on ne se posait pas trop de questions sur quels vont être l'avenir des emplois. On est quand même sur un fond de profond pessimisme, et il y a eu beaucoup de mutations dans la vie des individus, dans la vie collective, dans le modèle de consommation, dans la sexualité, dans les rapports hommes-femmes, et puis les nouvelles technologies qui donc sont cette façon de vivre en double détente, à la fois dans un univers numérique et un univers réel. C'est cette façon d'aller de l'un à l'autre. Je ne sais, si vous voulez, moi je participe à beaucoup de rencontres de ce type. C'est vrai que d'un côté, on a tendance à se dire, ben voilà, c'est un nouveau stade, et on fait le calcul de qu'est-ce que tout ça nous a apporté, la liberté sexuelle, la liberté de l'individu. Et puis d'un autre côté, on regarde aussi un peu les effets, cette hyperconsommation, par exemple la famille. Sujet tabou, mais c'est vrai qu'un des problèmes, en tout cas un des sujets, c'est que les couples sont beaucoup moins stables qu'auparavant. Alors c'est mieux parce que finalement, quand les gens ne s'entendaient pas, ils restaient ensemble. Maintenant, pour les enfants, maintenant ils ne restent pas ensemble. Mais par exemple, c'est vrai que les enfants souffrent beaucoup de ces déstabilisations, même s'ils ont autour d'eux des exemples, que la moitié de leurs copains ont des parents divorcés, donc tout ceci n'est pas si grave. Néanmoins, je pense que le devenir adulte aujourd'hui, c'est-à-dire mon sujet en fait de réflexion, est beaucoup plus complexe que ça n'était auparavant. Et donc c'est normal que les parents ou les grands-parents s'interrogent, mais surtout que les jeunes vivent tous ces aspects compliqués qu'on vient de décrire, avec ce que vous avez dit très bien, de l'hubris. Il y a de l'excès dans la consommation, de l'excès entre le réel et le virtuel. Donc je trouve normal que nos sociétés s'interrogent, d'ailleurs c'est bien parce qu'il y a plein de débats sur ces sujets. La modernité, elle est là. La mondialisation aussi, elle est là. Et la libération de l'individu, avec tous ses excès, elle est là. C'est vrai qu'on est dans l'excès, mais voilà, il faut s'interroger et trouver des équilibres, me semble-t-il. Parce que les enfants, l'éducation, c'est vraiment la chose la plus importante, en particulier dans un contexte aussi fragile que la société contemporaine. Oui, moi, ce que je voulais dire pour réagir à votre propos, enfin, il y a deux parties. Il y a votre réflexion et puis il y a une interrogation sur la cyberdépendance. Sur votre réflexion, je crois qu'il faut faire attention à quelque chose. Quand on dit « tout a déjà été écrit », ou bien rien ne change vraiment, on a à la fois raison et à la fois tort. Car c'est toujours pareil, le débat est toujours est-ce que c'est la forme ou est-ce que c'est le fond qui change? Alors quand on dit c'est des petits mutants, en fait c'est des petits humains, et voilà, par ailleurs ils ont des réactions d'humains, etc. Donc il n'est pas le conflit entre les enfants et les parents n'est pas nouveau, probablement qu'il continuera à l'être, mais ce qui est important, c'est qu'on accepte que la forme change et que nous devons donc nous adapter à cette forme. Je vais vous donner une petite illustration dans ma pratique. Les jeunes gens dont je m'occupe sont des jeunes gens qui ont un talent incroyable pour chanter.
c'est incroyable. À mon époque, il y avait quelques chanteurs parmi nous qui étaient doués pour le chant. Mais ils n'étaient pas manifestement nombreux. Aujourd'hui, ils ont tellement fait de karaoké, ils ont tellement vu des émissions, The Voice, etc., qu'on les met devant un micro, on leur met une bande-son et ils chantent. Et ils chantent très bien. Ils sont capables, en même temps, d'interpréter la chanson. Donc, les mêmes qui sont trop virtualisés dans leurs activités sont aussi très capables et très talentueux de se mettre en scène dans le bon sens du terme. Donc, à nous de nous adapter pour leur offrir justement des surfaces d'expression qui leur conviennent. Et par exemple, moi, quand on me demande dans les collèges, je dis, mais oui, il faut absolument leur faire du théâtre, ils adorent ça. Il faut leur faire du théâtre, il faut les faire chanter, il faut leur faire de la musique, il faut leur faire des tas de choses. Parce qu'ils sont d'accord d'ailleurs pour faire ça. Plutôt que de toujours les considérer comme alors, des geeks qui passent leur temps sur les écrans et qui savent rien faire d'autre. Ça, c'est une chose importante. Et la deuxième, concernant la cyberdépendance, c'est vrai que dans l'état actuel des outils numériques que nous utilisons, il est incontestable que ça rend addict, au sens propre du terme, c'est-à-dire une contrainte qui s'exprime par et à travers le corps. Ce n'est pas une substance, en tout cas au sens chimique du terme, enfin au sens psychotrope du terme, c'est en tout cas, on le voit bien, on en fait tous l'expérience, aucun d'entre nous équipé d'un smartphone ne va quitter ce lieu sans consulter sa messagerie. Parce qu'entre-temps, on aura reçu des trucs, etc. Et on va y répondre. Et enfin, bon. Donc, l'objet suscite la répétition et le besoin, et évidemment, ça alimente complètement le concept d'addiction. Mais à mon avis, c'est provisoire. Enfin, c'est mon sentiment. Je pense que c'est parce qu'en ce moment, on est dans une phase intermédiaire. C'est probablement parce que ce que dit Monique, c'est-à-dire que tout ça nous bouleverse aussi par la rapidité avec laquelle ça nous arrive. Je pense que dès que les écrans vont disparaître, et ça ne saurait tarder, dès qu'on va s'habituer à ces doubles réalités du virtuel et du monde réel, on va peut-être être moins dans l'obligation de tout le temps le prendre en main et de vouloir finalement le maîtriser. Parce que je pense qu'il y a de ça dans notre inconscient, c'est-à-dire le besoin de reprendre la main sur ce qui nous échappe. Et notre frénésie à consulter nos messageries doit être aussi entendue comme une frénésie de nous habituer à ce nouveau support qui fait de nous des petits internautes ambulants, puisque la plupart de nos smartphones sont également connectés sur Internet et nous permettent d'alimenter aussi bien SMS que mail. Je pense que c'est une période d'adaptation et que, en tout cas, les conduites addictives qui sont développées autour de ça doivent être aussi vues par ce prisme-là. Je ne suis pas convaincu que nos ados, par exemple, seront tous, sombreront dans des addictions qui se répercuteront d'une addiction à l'autre, etc. Je pense que c'est pas inscrit dans le domaine numérique, quoi. Voilà. Pour rajouter, moi je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire on observe de plus en plus, disons, on observe en tout cas des gens qui disent « j'ai débranché ». Hein, et des gens qui... Alors, c'est plutôt des adultes d'ailleurs que des ados, mais l'idée, j'ai débranché. Donc, je ne sais pas où par exemple, je ne regarde plus mon iPhone ou tous mes instruments numériques pendant mes vacances, ou j'ai débranché. Enfin, il y a un livre célèbre de Thierry Crouzet, d'un internaute qui a écrit là-dessus. Bon, donc, il y a cette dimension-là. D'un autre côté, je renverrai quand même à la société. La société de consommation est une société addictive, surtout.
les bonbons, les fringues, les voitures, enfin peut-être moins qu'auparavant, les objets évidemment numériques. Alors, en fait, il y a vraiment une vraie réflexion à avoir sur notre modèle à la fois de consommation-emploi, hein, parce que si on consomme moins, comme on voit immédiatement, il y a moins d'emplois. Enfin, donc le système global, lui, il est extrêmement pernicieux et il nous incite plutôt à consommer et à être dans cette logique-là. Et la consommation, cette logique capitalisme, croissance, tout le monde en parle de croissance toutes les 3 minutes. Et le salut va venir de la croissance. Le salut va venir de la croissance. Mais c'est la croissance, pour une très grande part, surtout en France, de la consommation. Donc, et ce système-là, il produit des addictions. Et l'univers des écrans est plus addictif que l'univers de l'écrit. Parce que l'univers des écrans, c'est une promesse de plaisir illimité. D'ailleurs, c'était déjà vrai avec la télé, mais c'est encore beaucoup plus avec l'univers d'Internet. Donc quand même, cette idée de l'addiction, c'est un thème très très important pour décrire la société contemporaine, mais pas en soi, parce que dans le cerveau, on a pris des substances chimiques ou parce qu'on a des pratiques qui vous obligent à recommencer éternellement. C'est parce qu'il est inscrit dans notre modèle de développement. Alors c'est marrant parce que le salut viendra de la croissance. Ça plairait pas aux ados, parce qu'ils sont en pleine croissance, mais pubertaires. Et ils n'ont pas envie tellement de ça, d'ailleurs. En tant que parent, comment est-ce qu'on peut réagir quand on a... moi, j'ai plusieurs adolescents, j'en ai 3 à la maison. Ils ont passé leur journée assis en classe, ils ont passé la journée assis dans le bus. Après, ils ont passé 3 heures devant leur ordinateur, assis, alors qu'ils ont la possibilité d'aller faire du sport, de faire d'autres activités, de contacter des copains, etc. Donc voilà, comment on peut réagir en tant que parent? Est-ce qu'on doit accepter ça? Voilà. Non, sûrement pas. Dans aucun cas, des parents doivent se dire « je dois accepter parce que telle est la réalité ». 3 heures, c'est déjà beaucoup, et c'est vrai que tout ce que vous passez dans les écrans, c'est ce que vous ne faites pas, comme vous dites, ailleurs. Du théâtre, du sport, voir des amis en face à face, de la sociabilité familiale, bon, etc., etc. Donc, alors ensuite, bien sûr qu'il ne faut pas leur dire non plus, voilà, les écrans, c'est terminé, parce que il y a l'idée, dans certains milieux, on supprime les écrans. Enfin non, j'exagère. On supprime la télé. Il n'y a pas un lieu où je vais faire une conférence où il n'y a pas... je dirais, le tiers de la salle qui dit « mais moi, c'est vraiment bien, j'ai plus la télé ». Donc, 10% d'ailleurs des milieux couches moyennes cultivées n'ont pas la télé. C'est que 10%, hein, je vous dis tout de suite. Mais évidemment, tout le monde dit « oui, mais il y a Internet ». Bon, en fait, avec les écrans d'ordinateur, on regarde, on consomme tout. Donc, je ne suis certainement pas dans l'idée de dire « non, une attitude d'un puritanisme absolu », qui couperait vos enfants de la société dans laquelle ils sont et qu'on vient de passer déjà 2 heures à décrire. Mais, par contre, sûrement pas estimer que ça se suffit à soi-même. Comme loisir, comme ils ont une vie très fatigante, ce qui est vrai, comme ils ont une vie très contraignante, ce qui est vrai, parce qu'il faut réussir à l'école, la réponse néanmoins éducative n'est pas, finalement... La solution, c'est les écrans. Je ne sais pas. Alors, moi je vais vous donner un point de vue psy, ouais, voilà. Si vous voulez. Le fond du problème, en l'occurrence, c'est que les parents sont assignés à toutes les fonctions en dehors de l'école. C'est-à-dire, il va falloir qu'ils fassent ses devoirs, il va falloir que ceci, etc. Alors que le retour à la maison devrait pouvoir être un temps de convivialité, de détente, c'est un temps de pression au moins aussi considérable qu'à l'école. Et du coup, nous qui sommes des adultes des 35 heures et qui comptons nos RTT, etc., n'avons pas toujours la conscience que nos enfants sont des petits forçats qui triment comme c'est pas permis. Quand vous pensez que beaucoup, sur l'ensemble du territoire, mais tous les matins, dans les gares de nos petites villes, qui sont sur les quais, à part nos enfants? C'est pas nous, hein? Eux, ils sont dans le froid,
été comme hiver, à attendre leur TER qui arrive en retard un coup sur deux. Ils attendent leur bus scolaire. Ils sont très tôt levés, très tôt mis en classe, trop pressurisés bien sûr, par des programmes qui sont absolument plus adaptés à la réalité. Et voilà, c'est comme si on en est presque, si vous voulez, c'est presque une caricature, à vouloir à tout prix les faire compter sur des bouliers, alors qu'ils ont tous dans leur poche un outil qui donne la somme du truc maintenant, voilà, tout de suite, et sans qu'on se prenne la tête. Donc il y a une révolution éducative qui doit avoir lieu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les parents qui essuient les plâtres, si je puis dire, de l'absence de cette révolution éducative. Rien ne bouge à l'école, en gros, en exagérant. Et on dit aux parents, écoutez, arrangez-vous, quoi, débrouillez-vous, alors faites la police, vous n'avez qu'à leur couper vous n'avez qu'à les décabler quand ils sont trop sur... Et ça ne va pas, parce que ça crée évidemment des tensions invraisemblables. Et on peut imaginer que vos enfants, quand ils rentrent de l'école où ils ont été quand même énormément pris dans des contraintes, ils ont envie de voir ce que leurs copains deviennent au jour le jour. Et voilà, alors qu'est-ce que tu as fait? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu goûtes? Est-ce qu'il te reste du Nutella? Enfin, c'est ça leur discussion. Mais en même temps, c'est totalement et complètement des trucs de petits humains qui sont en effet en période de croissance, qui ont faim quand ils rentrent de l'école. Ils n'ont qu'une envie, c'est se faire à bouffer quand ils rentrent et aller voir sur leur page Facebook ou voilà. Et donc nous et vous, en tant que maman, vous êtes là à vous dire alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je crois qu'il faut leur laisser quand même un certain temps pour qu'ils décompressent justement. Et moi, je crois qu'il faut bien sûr les inviter chaque fois qu'on peut à faire des activités qui leur font prendre l'air, mais il faut aussi leur donner du temps de décompression. Il faut leur donner du temps à ne rien faire. Il faut les laisser regarder le monde sans rien faire. Moi, j'ai passé des heures à jouer aux osselets devant chez moi. C'était nul comme activité, si vous voulez. Nul. Des heures d'entraînement. Hein. Je faisais 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. Enfin, je ne dois pas être le seul. Hein. C'était dans mon époque. Mais pendant que je jouais aux osselets comme un idiot, je regardais et je voyais le notaire avec son petit chapeau et son petit manteau qui, à 17h, sortait de chez lui en regardant si personne ne le voyait. Il allait chez sa maîtresse. Et moi, je chronométrais le temps qu'il mettait avant de rentrer chez lui. J'apprenais le monde. Voyez-vous ? Il faut les laisser nous regarder, observer, voir, ne rien produire en termes justement de production sonnante et trébuchante. Il faut leur laisser du temps. Et par ailleurs, leur proposer des activités. Et par contre, en effet, la nuit, et ça c'est le conseil moi, que je donne aux parents, les moins de 16 ans, eh bien, il faut faire dormir les ordis et les portables la nuit à partir de 22h30, 23h maxi, parce que sinon, ils ne peuvent pas dormir. Alexandra, à minuit, a cassé avec Romain. Bing ! J'ai cassé. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me prend la tête. Ah bon ? Enfin bon, c'est jusqu'à 2h du matin, ça. Donc là, il faut éteindre la nuit, il faut faire dormir. Nous, on a adopté depuis on dit ce mot-là, on dit cette expression-là au Centre Albani, on leur dit non, mais la nuit, les outils dorment aussi. Parce que sinon, en effet, c'est nuit et jour, et le phénomène addict et la contrainte de la réponse les oblige forcément à répondre quand ils ont des sollicitations, et ils en ont forcément. Bonjour, je suis cadre de santé, formateur, et il y a une pratique quand même où ils ont une masse d'informations, ils sont dans une consommation d'informations. Au niveau des formations, on est dans une recherche qui doivent aller chercher l'information qui leur manque. Mais qu'en est-il de l'esprit critique de ces adolescents par rapport aux informations vues, reçues, perçues?
ou même leur représentation du monde. Est-ce que vous avez vous-même des retours de leur part sur ces aspects? Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple qui montre qu'ils sont ignares en géographie. Mais ils ne sont pas ignares en réflexion psychologique. Exemple, on leur a montré Hitler défilant en Mercedes décapotable devant une haie de nasillons ou de nazis, image d'archives que tout le monde a vue, où on voit tout le monde faire le signe de le salut hitlérien. Et on montre ça à des ados, et on leur dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Qui sait et qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors là, ils savent, c'est Hitler. Et très vite, ils vont en arriver quand même à cette analyse psychologique qui est vachement intéressante. Ils vont dire, c'est marrant parce que ce petit bonhomme, lui, il n'a pas besoin de faire beaucoup le geste, il fait juste comme ça. Parce que lui, c'est le chef. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Les autres, ils sont obligés de faire des grands saluts parce qu'ils ne sont pas les chefs. C'est très intéressant comme observation. Et à partir de là, on peut parler avec eux de qu'est-ce que c'est que le pouvoir, qu'est-ce que c'est que la domination, comment ça s'exprime, etc. Et ils ont des avis extrêmement circonstanciés et fouillés là-dessus. Donc ils sont ignorants sur certains aspects du monde, et le fait est que la géographie, alors là, vraiment, c'est un problème, je trouve, majeur. Mais à côté de ça, ils sont parfaitement capables d'identifier des éléments psychologiques fins beaucoup mieux que des adultes. Je ne sais pas si on peut dire aussi beaucoup mieux que les adultes, mais en tout cas, l'univers d'aujourd'hui, c'est-à-dire un univers qui est traversé d'informations, traversé de débats, qui devrait l'être aussi dans l'univers éducatif. C'est-à-dire l'éducation, ça ne devrait pas être uniquement d'ingurgiter, comme on le fait trop en France, des connaissances abstraites, mais ça devrait être beaucoup la capacité d'argumenter, de se présenter d'ailleurs à l'oral. Bon, j'ai vu hier soir un reportage sur le fait que les jeunes se sentent peu sécures à l'oral. C'est incroyable dans notre société aujourd'hui qu'ils ne soient pas à l'aise, alors que il y a une sorte d'injonction généralisée sur communique et des amis dans les familles, me semble-t-il. Alors c'est vrai, il faut quand même dire ce chiffre, c'est que la moitié des familles françaises encore dînent devant la télévision. Alors la télé, c'est vrai que donc ça veut dire que c'est pas nécessairement le grand moment de convivialité, mais bon, même la télévision, elle peut être l'occasion d'engager des débats. Je veux dire, vraiment, aujourd'hui, jamais il y a eu autant d'opportunités pour réfléchir et débattre, et aussi, y compris avec ce regard humoristique, détaché, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est quand même un levain pour une pensée critique. Donc, normalement, cet esprit critique, d'abord, en plus, c'est théoriquement la mission de l'école. Hein, c'est la mission de l'école de faire ça. Je ne suis pas sûre qu'on le fasse très bien, mais disons que toutes les données sont là pour qu'ils développent un esprit critique. Et je pense qu'ils le font souvent. Dans le domaine du soin, ce qu'on essaie, nous, de mettre en pratique avec d'autres, comme dans d'autres unités, on s'est aperçu que, précisément parce qu'ils ont besoin de s'incarner, on peut tout à fait travailler avec eux, mais avec de nouvelles consignes. Exemple, il y a 20 ans, quand je recevais une adolescente et que je voulais savoir son état émotionnel, je lui posais des questions. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de pas te sentir bien est-ce que ça enfin, je posais un certain nombre de questions pour savoir si elle était déprimée ou plutôt anxieuse, ou etc. Ça, c'était il y a 20 ans. Si aujourd'hui, je pose les mêmes questions à une ado, elle me regarde au bout de 2 secondes en disant « Non mais… » Elle va me dire « Allô » quoi. Elle va me faire « Non mais allô quoi. Vous voulez savoir quoi? Si je suis dépressive, je veux pas de cacheton. » Elle va me répondre par exemple. Et donc, clac, le discours avec le psy, 0. Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire pour m'adapter au fait que c'est une jeune fille, par ailleurs, dont je vois qu'elle a considérablement lissé ses cheveux et qu'elle s'est maquillée les yeux comme Cléopâtre, et que donc elle met un intérêt très important à sa présentation. Je lui dis
Je lui dis, est-ce que pour demain, tu es d'accord pour relever un défi? 0 ados vont répondre non. Ce sont tous des enfants du défi aussi, parce qu'ils ont tous vu des émissions de télé-réalité, ils sont imbibés de ça, ils prennent. Alors il dit, je prends. C'est ça. Alors le défi pour demain, c'est de te maquiller aux couleurs de la tristesse. Bonne chance. Elle part avec cette consigne, elle va aller voir ses collègues. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a demandé de me maquiller aux couleurs de la tristesse. Oh, attends, viens, on va chercher et tout. Alors il y en a une qui va lui mettre du blanc sur les joues, l'autre qui va lui mettre une larme rouge qui découle de l'œil. Enfin, ils vont déterminer des représentations de ça. C'est très intéressant. Et le lendemain, quand elle va arriver très maquillée avec une tête de clown triste, elle va être capable de dire des choses de chaque élément symbolique, parce que ce sont aussi des enfants du symbole, de l'icône. Ils sont tout le temps en train d'envoyer des trucs, des accents circonflexes pour faire les sourcils levés, etc. Ils connaissent parfaitement bien tout ça. Donc, enfants de l'usage des petits symboles et icônes, il faut leur permettre aussi de s'exprimer avec ça. Et on observe que, mais là, ils ont beaucoup de choses à dire, justement, parce qu'ils peuvent utiliser tout ça comme support d'expression. Vous voyez, ce qu'il leur faut, enfants de l'image et de la représentation, il leur faut des supports pour pouvoir s'exprimer. Si on leur donne pas de support, si on leur dit non, et ta mère, qu'est-ce que tu as à dire sur ta mère? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise sur sa mère? Elle va dire, elle me prend la tête, ou bien elle va dire, ça va, ou bien elle va dire, ça va pas, ou elle me comprend pas. Mais vous voyez, ça ne va pas du tout l'intéresser et l'impliquer de dire quelque chose sans un support. Ça, c'est très important. On leur fait faire des personnages, on leur fait décrire leur famille, on leur fait fabriquer avec les Sims les avatars de leur famille, et là, ils peuvent dire des choses. J'ai fait mon père là parce qu'il n'est jamais là. Enfin bon, des trucs comme ça. Mais à condition qu'on accepte, nous, d'utiliser. Si vous voulez, il ne faut pas qu'on soit ennemi de ces nouvelles représentations. Je voulais préciser deux questions. C'était peut-être que, par rapport à ce que vous disiez, M. Pomerot, la différence c'est qu'il y aurait entre apprendre très rapidement, être très doué pour manipuler l'objet technologique, comme ils font les jeunes, et l'autre, c'est la difficulté à manipuler, à maîtriser, à acquérir les implicites de l'utilisation de cet outil, les contenus, comment on les interprète, comment on les utilise et quelles sont les règles éthiques qui sont derrière. Et là, ça m'a beaucoup parlé ce que vous disiez par rapport à la question des parents, comment ils sont démunis, c'est-à-dire nous on a été élevés, éduqués au niveau social par nos parents. Les jeunes n'ont pas, je pense, par rapport à la population avec qui je travaille, n'ont pas ces contacts avec ses parents qui peuvent d'une part apprendre des enfants la manipulation technique et peuvent donner aux enfants l'usage éthique. Je pense que ce n'est pas toujours très facile. Et moi, je suis confrontée à travailler avec des jeunes et des adultes sourds. Et je travaille à l'ARIEDA avec d'autres collègues psychologues et on a été vraiment très impressionnés et très surpris parce qu'on était dans un rêve. On disait, les jeunes sourds, les nouvelles technologies, c'est merveilleux. Ils vont pouvoir communiquer à distance, ils vont pouvoir échanger, discuter, dialoguer. Or, les jeunes sourds se trouvent dans une situation très paradoxale. C'est quand ils arrivent sur Facebook, il y a des tas de commentaires sur des choses qui ont été commentées dans les cours, les récréations, les couloirs, qu'ils n'ont pas perçues, qu'ils n'ont pas compris. Et ils sont dans des embrouilles terribles. Ils se sentent insultés, à l'écart, et dans des comportements parfois très inadaptés par rapport à l'outil technologique. Donc je pense que là, on a aussi un problème à réfléchir et voir comment, en effet, l'éducation nationale ou d'autres professionnels peuvent nous aider à évoluer dans cette dimension qui est franchement paradoxale.
Moi, je voudrais juste signaler une chose pour ceux d'entre vous qui s'occupent de petits-enfants, c'est que ces petits-enfants du numérique, une petite fille de 7 ans, si le soir vous lui racontez Blanche-Neige, sans rien lui montrer, en lui racontant, avec le ton, la vraie histoire de Blanche-Neige, ça marche tout à fait. Hein. Donc ils ne sont pas du tout fâchés, par exemple, avec les contes, avec les histoires, avec justement des méthodes dites anciennes qui leur conviennent très bien, mais à condition, il faut mettre évidemment le paquet, parce qu'ils sont habitués à... Si on leur lit en bredouillant une Blanche-Neige édulcorée version Walt Disney, ça ne va pas les intéresser. Si on leur raconte la vraie histoire de Blanche-Neige et qu'on termine bien par la vraie histoire, c'est-à-dire celle qui est arrivée par Venise sans doute au XVe siècle et qui a très peu varié dans sa forme jusqu'à nous. Par 3 fois, sa marâtre, sa belle-mère, essaie de la tuer. Et ça va se terminer par le prince charmant, lui fait un baiser profond et la pomme empoisonnée sort et ça y est, ils vont se marier et ils vont avoir beaucoup d'enfants. Mais non, on va ajouter là de l'éthique en énonçant de la violence, mais de la violence qui va s'exprimer dans un contenu particulier. On va lui dire qu'après que le prince charmant l'a fait se réveiller, les nains, parce qu'on les a oubliés après cela, s'emparèrent de la marâtre, ils lui chaussèrent aux pieds des brodequins portés au fer rouge, et la marâtre dansa jusqu'à ce que mort s'en suive. Et là, vous obtenez un smiley normalement. Et la petite va dormir sans besoin de prendre des cachets. À 7 ans, elle va s'endormir parfaitement parce que, eh ben voilà, elle a été punie, la méchante. Vous voyez ? Ça marche encore très bien avec les enfants, mais à condition qu'on leur raconte des histoires. Et qu'effectivement, on ne se contente pas de dire ils vont trouver Blanche-Neige sur Google, ils vont s'en débrouiller. Parce qu'ils ne vont pas trouver ça sur Google facilement. Oui, enfin, moi je pense quand même que par rapport à l'éducation, soit dans la famille, soit à l'école, il faut véritablement déjà comprendre, sinon pratiquer ces outils et faire une sorte d'éducation éthique. C'est-à-dire, parce que vous parlez par exemple de ces jeunes sourds qui sont un peu, disons, qui n'ont pas compris ce qui se passait et qui ont été un peu stigmatisés par leurs amis à l'école. En fait, aujourd'hui, il y a toujours eu des embrouilles dans les univers de jeunes. Toujours, ça fait partie de la culture adolescente. Mais avec les nouveaux outils numériques, il y a des raisons d'embrouille, des possibilités d'embrouille encore bien plus grandes. Parce que via Facebook, on se raconte machin qui sortait avec un tel et machin est comme ça, et on fait des descriptions extrêmement... désagréable et malfaisante sur certains enfants. Donc le souffre-douleur qui existe, c'est une des logiques bien décrites par René Girard sur le bouc émissaire. Le souffre-douleur dans les cours de récréation, ça existe depuis qu'il y a des cours de récréation. En revanche, c'est vrai que Internet et les réseaux sociaux donnent des occasions supplémentaires à cette logique de l'embrouille. Et donc, il y a plein de choses quand même tout n'est pas dans un monde de contes de fées. Hein. Et donc, je pense qu'il faut véritablement... Je ne suis pas du tout pour qu'on mette un enseignement supplémentaire. Je suis d'ailleurs contre tout enseignement supplémentaire, toute matière supplémentaire à l'école. Je suis foncièrement contre, parce que je trouve que les programmes sont beaucoup trop chargés pour revenir au sujet d'avant. Mais en revanche, je pense que les adultes doivent accompagner quand même, surtout pour des pré-ados, et cette immersion qu'ils ont dans Internet. Et même si les adultes pratiquent moins bien, connaissent moins bien, il y a quand même tout un ensemble de choses à expliquer, parce que c'est vrai que ce n'est pas non plus des outils totalement innocents. Voilà, j'ai deux questions, dont une remarque, si on peut dire ce terme. Donc la première, c'est par rapport à Facebook, que vous avez nommé principalement dans
dans les soi-disant dits réseaux sociaux, qui voilà, je partage pas vraiment cette opinion, c'est du faux social. Mais voilà, enfin, vous en avez parlé dans le côté positif, dans le côté voilà, négatif. Parce qu'il y en a beaucoup qui se leurrent, qui se voilent la face avec ça. Donc voilà, enfin, qu'est-ce que vous avez à en dire Facebook ou d'autres, hein, mais bon, c'est le plus connu. Ce qui est sûr, c'est que bon, ça stimule les embrouilles. C'est vrai que parfois, c'est même assez souvent, il y a pour une part de la fausse sociabilité. Mais il y a une autre chose qu'on n'a pas dite, ou en tout cas qu'on a effleurée tout à l'heure, c'est que pour certains enfants, moi je n'ai cessé de dire finalement les réseaux sociaux, Internet, c'est un relais et un prolongement de la vie réelle. Mais pour un certain nombre d'enfants, c'est effectivement un échappatoire. Si vous n'êtes pas très bien dans votre peau, si vous avez peu d'amis, si c'est vrai que c'est un échappatoire, ça peut être un échappatoire absolument merveilleux. Comme l'étaient auparavant peut-être les livres. Vous avez toujours eu des enfants solitaires, ce qui ne veut pas dire qu'on est mal dans sa peau, mais vous avez aussi toujours eu des enfants mal dans leur peau. Et ces outils numériques peuvent être, pour une fraction des jeunes, mais pas la majorité, mais pour une certaine partie, une occasion de perdition. On se perd soi-même et on reste, alors pour le coup, on se coupe du monde réel. Ça, on le voit quand même assez souvent, notamment avec les jeux vidéo, notamment... Bon, et puis on se perd aussi dans l'exploration de tous les sites possibles et imaginables qu'on trouve via Internet. Et pour le coup, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment... les parents doivent être alertés. Quand un enfant ne vit que dans l'univers du numérique, qu'il n'arrive pas à s'arrêter, qu'il passe des nuits, comme on parlait tout à l'heure, qu'on n'arrive pas... Ça, je pense que ça doit inquiéter, comme inquiétait peut-être des enfants solitaires, asociaux, complètement, certains enfants qui étaient complètement asociaux. Mais en fait, c'est quand même une occasion supplémentaire d'un échappatoire totalement artificiel et qui, à mon avis, doit être traité et par des pédopsychiatres ou des pédos. Alors, en même... Ouais. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que je crois qu'il faut, mais comme toujours, il faut toujours envisager les aspects positifs et les aspects négatifs. Alors les aspects négatifs, ils existent, et ils ont été dits, et la surexposition, il y a des jeunes qui n'ont pas conscience de ce qu'ils montrent sur Facebook, aussi bien en images qu'à travers ce qu'ils disent de leur intimité, etc. Qu'on est donc... Attendez. Laissez-moi vous expliquer mon point de vue, parce que je veux vraiment faire passer cette idée-là. Il y a des choses qui sont dangereuses, il y a des choses qui sont négatives, et il y a des choses qui sont délétères. On doit, chaque fois qu'on le peut, justement, en ce qui concerne les enfants et les adolescents, en parler avec eux pour que, justement, ils en aient conscience et qu'on ait des échanges à ce sujet avec eux. Mais à côté de ça, dans notre société d'hyper-consommation, il n'y a jamais eu autant de gens qui se sentent seuls, tout seuls, le soir chez eux, dans leur appartement, ils sont tout seuls. Leurs enfants sont partis, ou leur conjoint ou leur conjointe est parti, etc. Ils sont seuls. Et contrairement à ce que vous dites, non, c'est aussi un réseau social. Il y a des gens qui utilisent Facebook et qui, par Facebook, communiquent avec d'autres gens, et ça, c'est pas du tout négatif. Il ne faut pas dire que c'est négatif. Il ne faut pas dire que c'est pas social. C'est social. Alors après, que vous rajoutiez, oui, mais ça ne remplace pas la vraie relation au sens en chair et en os. On est d'accord, ça ne la remplacera jamais. Mais c'est quand même un lien avec les autres. Et concernant les ados, nous, on a maintenant des ados en perdition, des ados suicidaires, qui nous sont adressés par d'autres ados via les réseaux sociaux, et notamment Facebook, qui sert aussi de quart de ramassage, si vous m'autorisez cette expression, pour des ados en perdition qui n'auraient jamais été voir un psy tout seuls et qui n'en ont pas parlé avec leurs parents. Donc, voyez-vous, il faut faire attention, parce que il faut, encore une fois, comme toujours, quand on est bouleversé par des nouvelles choses, toujours essayer calmement de voir ce qui est négatif
mais aussi ce qui est positif. Parce que sinon, on va brosser de Facebook un tableau, et on l'entend tout le temps. Moi, chaque fois que je vais faire des conférences avec des parents notamment, toujours, au bout de 5 minutes, il y a oui, mais alors, et Facebook, ils espèrent qu'en tant que psy, je vais dire du mal de ce réseau social parce que c'est pas bien. C'est pas vrai. Ce n'est pas que négatif du tout. C'est aussi un réseau social. Bonjour et merci pour votre intervention. Donc moi je voulais vous poser une question sur les relations sentimentales entre les ados, puisqu'on connaît tous des ados qui ont des relations virtuelles. Est-ce que vous pensez que d'avoir des relations comme ça ne crée pas des difficultés pour la gestion des émotions dans la réalité ? Je vous dis ça parce que je connais une ado donc, qui me dit, voilà, j'ai un copain, je sors avec lui. Donc moi, je m'attendais à le rencontrer, donc c'était virtuel. Ils se mettent en couple, bien sûr, sur Facebook. Ça, c'est... Voilà. Et donc, moi, tout étonné, quand est-ce que vous vous voyez ? Donc, c'était des conversations. Et en fait, quand ils se voyaient, ils étaient incapables de communiquer. C'est-à-dire qu'ils étaient... les émotions paraissaient extrêmes. Et on aurait dit qu'ils n'arrivaient pas à le gérer. Donc, ils ont continué comme ça à communiquer par Internet et ils ont cassé. Voilà. Donc, moi, ça m'a fait m'interroger, quoi. Je me suis dit, mais nous, à notre époque, on sortait avec les garçons, ça ne se passait pas comme ça. Est-ce que ça ne crée pas une difficulté, justement, pour gérer les émotions dans la réalité, quoi ? Mon sentiment à moi, c'est que non, pas plus qu'avant. Car vous dites, avant, c'était pas comme ça, et en réalité... Si c'était un peu comme ça, je vais vous donner une illustration. Quand vous étiez une jeune fille de 15 ans, votre petit voisin, si ça se trouve, il avait envie de sortir avec vous. Et d'ailleurs, il se caressait en pensant à vous. Mais il ne vous l'a jamais dit, parce qu'il n'osait pas le dire. Et il s'est établi en réalité à l'époque une sorte de faux lien qui pouvait même lui faire raconter à ses copains qu'il était sorti déjà avec vous, alors que ce n'était pas vrai. Mais il faisait croire que oui. Vous comprenez le truc ? Ça veut dire que le jeu, dans tous les sens du terme, fait partie aussi de l'humain, et qu'il ne faut donc pas non plus prendre trop au sérieux ce qui se joue là dans ces nouveaux outils qui en effet nous bouleversent et du coup suscitent nos résistances, car les mêmes jeux ont lieu. Alors évidemment que parmi les jeunes qui sortent ensemble virtuellement, il y en a qui sont même malades. Il y a des jeunes qui sont en réalité dans des troubles, des relations majeures et qui font ça parce qu'ils évitent complètement la vraie relation, etc. Mais il y en a aussi qui sont en train de décliner à la sauce moderne, en quelque sorte, les situations platoniques qui existaient auparavant et qui donnaient lieu à toute une série de fantasmes et de représentations qui circulaient de toute façon dans les cours d'école, où un tel sortait avec truc, mais on ne sait pas, est-ce qu'ils se sont embrassés, peut-être, enfin, etc. Ça a toujours existé, ça, vous voyez ? Donc il faut aussi leur laisser cette possibilité de jouer avec les représentations. Et ça, c'est un aspect que je voulais quand même dire, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut faire attention, et se demander jusqu'à quel point ils jouent. Mais un grand nombre d'ados qui vont sur Internet et qui vont sur Facebook jouent, y compris avec leur propre image et avec ce qu'ils donnent à voir. Il ne faut pas croire qu'ils sont aussi naïfs et aussi que voilà, les pauvres ils se mettent en pâture, etc. Ils sont aussi capables, en tout cas un grand nombre d'entre eux, de jouer avec ce qu'ils donnent à voir. Et c'est ce que disait aussi Monique tout à l'heure, finalement, quand un même événement peut faire l'objet à la fois de critiques et de moqueries, d'analyse et de moqueries. Là, c'est pareil. Ils peuvent parfois mettre en scène des choses en images qui nous donnent l'impression, qui donnent à voir quelque chose, mais qui n'est pas nécessairement ce qu'eux vivent dans leur tête, car ils sont capables d'en jouer. Et d'ailleurs, ils sont même capables de faire des fausses pages Facebook pour leurs parents. Vous êtes au courant aussi de ça. Ils ont une vraie page à eux, mais secrète,
Et ils donnent à voir, ils ont mis leurs parents comme amis pour donner à voir quelque chose. Alors, d'ailleurs, les parents qui voient « Dorothée, est-ce que tu es sûre que nous aurons le contrôle de maths demain ?» Enfin, ça, c'est le genre de dialogue qui n'existe pas dans la vraie vie des ados, si vous voulez. Ça veut dire que c'est une page trafiquée pour les parents. Donc, ils jouent aussi avec ça. Moi, je pense qu'il faut quand même, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, résister à l'envie du « c'était mieux avant ». Ouais. Parce que finalement, ces réseaux introduisent de nouvelles possibilités. Bien sûr, ils amènent de nouveaux dangers aussi, de nouveaux modes de comportement. Enfin, l'éducation sentimentale, excusez-moi, même bien avant la période moderne, même à la période, je ne sais pas, Madame la princesse de Clèves, les relations sentimentales ont toujours été complexes, sujettes à retournement, provoquant évidemment des tristesses, des traumas, tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai qu'on ne joue plus de la même façon. La question des représentations, des symboles, s'est profondément transformée. Mais je voudrais vraiment qu'on résiste à cette tentation si humaine du « c'était mieux avant » d'abord. Et je voudrais dire qu'on est quand même, au moins il y a un point positif qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans des sociétés expressives. C'est-à-dire qu'avant, plutôt, on gardait sur soi, on n'osait pas trop. On était dominé par des codes, des codes qui étaient imposés par la société ou par la communauté ou par la famille ou par l'État, etc. Aujourd'hui, la société valorise, mais peut-être trop, mais en tout cas, elle valorise vraiment l'expression et la communication. Et à tout prendre, même avec les défauts, même avec les effets négatifs qu'on a quand même plus ou moins effleurés aujourd'hui, je pense que c'est un progrès. Le progrès, la société individualiste expressive est quand même plutôt un progrès par rapport à une société, disons, complètement formatée par des normes très 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 rigides, et finalement souvent très frustrantes. Moi, par exemple, j'ai le souvenir, j'étais en colocation avec quelqu'un de mon âge il y a quelques années, qui était féru de jeux vidéo, et moi je suis éducateur spécialisé de formation. Je sortais de mon boulot et lui restait dans sa piole à jouer aux jeux vidéo. Enfin, ça me fait penser à lui de parler de tout ça. Et j'avais aucun moyen d'accès. J'ai essayé plein de choses pour parler de ça avec lui, qui était en pleine dépression, quoi. Mais pour parler de ça avec lui, et je me disais, voilà, il y a des gens qui, il y a peut-être pas, les adolescents sont au collège, au lycée, on en parle, etc. Mais ces gens de 20-30 ans qui sont, j'en sais rien, lui galérait au RSA ou des choses comme ça, ils n'ont pas forcément de. Je me dis des gens seuls chez eux, et c'est même pas, ils sont au lycée ou ils sont seuls chez eux, ils sont adultes, ils sont sur Internet bien sûr, et ils s'inventent tout un tas de choses. Ça les met en lien peut-être aussi, mais il y a un sentiment de solitude qui est réellement présent, quoi. C'est la question de l'insertion dans la vie professionnelle, c'est l'emploi, c'est la formation, et c'est le fait qu'il y a une partie des jeunes qui, comme vous dites, entre 20 et 30 ans, et peut-être plus tard, ne vont pas pouvoir trouver une place dans la société parce qu'ils n'ont pas la formation pour, et parce que la société aujourd'hui n'emploie pas des jeunes qui n'ont pas un minimum de formation, y compris les formations, savoir bien lire, bien écrire, bien se présenter, même éventuellement parler anglais et avoir un minimum de connaissances d'informatique. Donc, les prérequis pour entrer dans la société comme adulte, autonome, sont devenus très, très, très de haut niveau. Et donc, c'est vrai que le vrai sujet des jeunes adultes aujourd'hui, c'est ça. C'est pas du tout les liens numériques. Les liens numériques, au mieux, parfois, ça peut être effectivement un échappatoire, comme vous l'expliquez, dans des jeux vidéo, quand on n'a rien à faire. Quand on n'a rien à faire, que la société vous propose rien. C'est vrai qu'on peut se bouger. Et la société devrait effectivement mettre beaucoup de moyens pour accompagner ces jeunes-là. Mais pour le reste, c'est pas les liens numériques, la question numérique n'est pas aussi centrale, me semble-t-il, que vous le pensez. C'est pas Internet, si vous voulez. C'est pas le jeu vidéo ou l'existence d'Internet qui a en lui-même provoqué l'état de votre colocataire. Vous voyez, c'est la situation
de misère, entre guillemets, dans tous les sens du terme, de ce colocataire qui, faute d'inscription, d'insertion, de projet, d'envie, d'amis, de choses à faire, qui s'est retrouvé enfermé là-dedans. Mais en effet, vous avez raison d'attirer l'attention, mais c'est un autre sujet, d'un certain nombre de trentenaires qui sont en déshérence, on va dire, hein, et qui font quoi? Eh bien, ils font rien d'autre que fumer des pétards et jouer à des jeux vidéo. Et ils font ça toute la journée parce que, en effet, ils sont complètement sur le carreau. Et on doit les considérer d'ailleurs, à mon avis, comme des personnes en grande souffrance. On ne doit pas les laisser comme ça en disant bah oui, bon ben voilà, il est avec son écran et avec son pétard, donc tout va bien. Mais non, tout va mal, parce qu'il est coupé de tout. Oui. Voilà, et c'est pour ça que, si vous voulez, s'agissant des adolescents qui, eux, ne sont pas encore les futurs trentenaires, nous devons en effet avoir en tête un peu quelles sont les choses à mettre en place. Alors on en a parlé, ça serait un autre sujet, mais en effet, il y a une révolution éducative à mener. Ça, il va falloir que l'éducation nationale le comprenne, parce que sinon, si elle ne le comprend pas, elle va être encore plus à côté de la plaque et ça va mal aller. Il est important que nous, adultes, nous puissions proposer aux jeunes d'être acteurs de quelque chose plutôt que de rester toujours en position de consommateur. La fameuse géographie qui, moi, est chère à mon cœur, m'amène à vous dire qu'il faut absolument les faire voyager en vrai. Il faut qu'ils aillent voir ailleurs s'ils y sont. C'est-à-dire le titre de mon prochain bouquin, « Va voir là-bas si j'y suis ». Parce que c'est très important d'aller voir. Ils sont tout le temps en train de regarder des séries, ils sont tout le temps en train de se dire ah là c'est super, c'est vachement bien en Californie, etc. Mais il faut qu'ils aillent en Californie, il faut qu'ils aillent voir ce que c'est. Il faut qu'ils aillent s'ouvrir au monde autrement que, en effet, par l'intermédiaire seulement de la virtualité de l'écran. Et ça, c'est sans doute quelque chose que nous devons, nous, adultes, que nous soyons parents ou professionnels, absolument soutenir, si on veut qu'ils ne restent pas justement complètement en carafe et qu'ils deviennent ensuite des trentenaires dépressifs qui auront l'impression que le monde ne les attend pas, du coup, qui quittent le monde, entre guillemets, à leur façon, en s'en coupant, en buvant de l'alcool, en fumant des pétards et en faisant des jeux vidéo. Est-ce qu'à votre avis, les addictions aux nouvelles technologies de communication, et j'insiste sur le mot de communication, ne seraient pas liées à deux caractéristiques de l'état d'être humain, à savoir le désir mimétique d'une part, je m'expliquerai, et d'autre part la confusion imaginaire-réalité. Désir mimétique, il me semble que nous tous, nous sommes dans le désir mimétique depuis le petit bébé qui est encore loin du langage et qui tire la langue quand il voit sa mère la tirer, jusqu'au retraité qui a absolument besoin d'une Rolex pour exister. Si je veux rester dans la relation, dans la communication, je dois être dans le désir, voire la rivalité mimétique. Mais si possible, le contrôler, en être conscient. Et confusion réalité imaginaire, chacun de nous, il me semble, passe beaucoup plus de temps éveillé dans l'imaginaire quand on ouvre un bouquin, quand on va sur Internet, quand on prend un pinceau, quand on rêve, quand on écoute de la musique, que dans la réalité. Le tout, c'est d'être conscient de ces deux niveaux, voire du niveau de fantasme, voire du niveau de transe, comme dit Catherine Millet. Est-ce que ça... Le problème, ça n'est pas de faire prendre conscience aux adolescents de ces deux aspects pour ne pas céder à l'addiction, pour pouvoir se libérer, quoi. Je crois que les adolescents, ils ont cette expertise. Hein. Les adolescents d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les gros... Notamment quand on est jeune, on a plutôt envie de ne pas être exclu, donc il y a une sorte de pression du groupe, donc ce que vous appelez le mimétisme, enfin qui d'ailleurs commence à la naissance, puisqu'on apprend aussi beaucoup par mimétisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, la société contemporaine donne aussi beaucoup la possibilité de sortir du mimétisme et d'affirmer son individualité.
Parce que aussi, l'individu qui s'affirme, même qui se pose, est aussi valorisé. Donc, je pense pas que... je pense que les adolescents d'aujourd'hui, ils ont une grande capacité de distance. Je pense que tout ce qu'on a dit aujourd'hui montre bien. D'une certaine façon, je dirais que les jeunes d'aujourd'hui, je vais peut-être vous étonner, sont plus intelligents que nous l'étions. Je suis assez d'accord avec ça. En fait... Et je vous assure que j'en vois beaucoup. J'en vois pas en clinique, mais je fais beaucoup d'interviews, j'en rencontre tout le temps, je fais des conférences devant des ados et tout ça. Finalement, avec tous les défauts de ce monde d'image, de ce monde marchand, de ce monde commercial, etc., avec tout, néanmoins, il y a tellement d'informations qui circulent, tellement l'occasion de débattre, tellement l'occasion de voir la réalité sous différents points de vue, que... Pas autant sans doute que les pères d'Internet l'imaginaient, mais je pense qu'il y a plutôt une certaine intelligence collective qui s'est développée plutôt que le contraire, plutôt que l'abêtissement. Bon, c'est vrai qu'on trouvera toujours quelques exemples pour montrer l'abêtissement, mais au total, je vous assure, vraiment, hein, moi, des jeunes qui viennent me voir, je suis toujours étonnée. Par exemple, sur la teuf, je prends un exemple. Ils viennent me voir, ils font des teufs, ils font un film sur la teuf. On fait un débat. Ils me disent... Vous vous rendez compte, notre génération, mais alors quand on pense qu'on sort, qu'on boit autant, mais vraiment. Et ils me font un descriptif qui aurait pu être celui que vous avez fait tout à l'heure. Ils savent très bien que ce qu'ils font, finalement, c'est stupide, qu'il ne faudrait pas, mais qu'en même temps ils le font, etc. C'est aussi un âge où à la fois on connaît très bien les codes, on sait très bien ce qu'il faut faire, et en même temps, eh bien, on dérape et ça fait partie aussi de la construction de l'individu. Donc, moi, en général, quand je les vois me parler de leur vie, regarder les vidéos de Cyprien et compagnie, c'est plutôt intelligent, franchement. Parce qu'ils comprennent bien le monde dans lequel ils sont, ils savent bien le décoder, ils savent bien eux-mêmes se situer dans ce monde. Et donc, j'aurais tendance à penser, je ne vais pas vous faire un tableau absolument idyllique, mais j'aurais tendance à penser qu'ils sont... y compris dans des milieux dont on dirait qu'ils ne sont pas éduqués, ils sont plus intelligents. Dans le Serious Game qu'on est en train de fabriquer au Centre Abadie, donc, qui est un simulateur de mise en tension, il y a un scénario qui a été élaboré par des ados. Le scénario, c'est une jeune fille dont le père et la mère sont séparés, la mère vit avec un compagnon, et le père vit avec une nouvelle compagne dont il a un jeune enfant, un jeune garçon. Et le jeu vidéo sérieux amène le joueur à voir l'avatar de cette adolescente, aller demander à son père, chez qui elle vit, l'autorisation d'avoir un tatouage le lendemain. Donc autant vous dire que ça va être une situation de tension. Et nous avons défini l'arborescence des différents dialogues possibles entre le père et sa fille à ce sujet. Mais alimenté de façon incroyablement précise et futée par les remarques des ados. Alors on va faire en sorte que le père il soit fatigué, donc il sera 20h. Déjà, ils définissent l'heure à laquelle ça se passe, la scène. Et ça sera plutôt un vendredi soir, parce qu'elle va se faire tatouer samedi après-midi. Ça va lui coûter 150 €, donc il faut qu'elle ait 150 € dans le dialogue. Enfin, ils ont parfaitement repéré tous les endroits où ça allait bloquer. Et le père va pas être content, il va lui demander où est-ce que c'est, elle va mentir, elle va dire que c'est sur l'omoplate alors qu'en fait elle le veut sur la hanche. Enfin, toutes ces arborescences, c'est eux qui les imaginent. Ils connaissent, ils savent ce qui va mettre en tension un père fatigué rentrant du boulot un vendredi soir. Ils sont parfaitement au jus, quoi. Et ça, c'est très intéressant. La Maison des adolescents de l'Aude remercie le professeur Xavier Pomereau et Madame Monique Dagneau pour leur intervention. Ils nous font le plaisir de poursuivre cette journée par une séance de signature de leurs 2 derniers ouvrages, ado.com et Génération Y. Merci également à la librairie Bretto pour sa participation. Vous pourrez retrouver la conférence dans son intégralité, enregistrée et montée par Inga Productions,
sur le site de la Maison des Adolescents de l'Aude, www.maisondesado11.fr.